C'est un échange saisissant qui en dit long sur l'état d'esprit de Vladimir Poutine. Ça se passe 4 jours seulement avant le début de la guerre en Ukraine. Le président russe et Emmanuel Macron ont une discussion très tendue au téléphone, vous allez le voir. Le chef de l'État tente de raisonner son homologue. À ce moment-là, il pense encore qu'il peut éviter l'invasion russe en Ukraine. Regardez. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. Они демократически выбранное правительство. Они пришли к власти в результате кровавого переворота с убийствами, поджогами и сжиганием людей живьем. Вот. И Зеленский у вас из этой команды, судя по всему. Значит, диалог подразумевает учет интересов другой стороны. Да, они представили свое предложение. Но эти сепаратисты, как ты их называешь, они же ответили. Ответа-то нет никакого. Где же диалог-то? Où est le dialogue? Un dialogue de sourds dans cet extrait du documentaire Un président, l'Europe et la guerre de Guy Lagache en partenariat avec Éléphant et compagnie. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet échange qui a été rendu public, sur le fond, sur la forme. Sur le fond, cette séquence qui se passe, je le rappelle, 4 jours avant le début de la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? L'Élysée, dans l'entourage du président, quand on nous racontait ces échanges, on nous disait la conversation est très franche. Bon, là, on voit ce à quoi ça ressemble, des échanges qui sont tendus. En effet, on sent bien 2 dirigeants qui n'arrivent pas à se comprendre. Ça vire au dialogue de sourds, mais en même temps, on a un Emmanuel Macron qui continue de pousser, qui cherche à essayer de mettre Vladimir Poutine face aux réalités. Mais on sent bien que de l'autre côté, il y a rien qui passe. En effet, on est 4 jours avant le début de l'invasion. Emmanuel Macron, dans cet échange, essaye de vendre à Vladimir Poutine une rencontre avec Joe Biden à Genève. Et on sent bien qu'il y oppose très vite une fin de non-recevoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Guy Lagache a réussi à poser sa caméra dans la cellule diplomatique de l'Élysée. C'est eux qu'on voit, en fait, à l'écran en train d'écouter la conversation des 2 dirigeants. Donc c'est vrai que ça nous fait rentrer tout à coup dans ces conversations qui a pu être filmé. C'est 1h45 d'entretien qui a pu être filmé dans son entier. Et puis, il y a quelques minutes qui ont pu être ainsi ressorties. Ce qui est assez hallucinant, c'est finalement que tout ça apparaisse au grand jour aujourd'hui. La Russie a répliqué dans un tweet en disant que ce n'était pas des méthodes. Et que, ça, on va y venir dans quelques instants sur justement, non, mais est-ce qu'il fallait dévoiler cette séquence ? Il y a aussi l'idée d'une mise en scène, et la façon dont Emmanuel Macron se met en scène en train de répondre bien sûr, c'est un sujet à part de manière musclée à Vladimir Poutine. Mais sur le fond, parce que cet échange qui a eu 4 jours avant le début de la guerre en Ukraine, le président, lui, prend le temps dans cette salle avec ses conseillers d'échanger avec Vladimir Poutine, de le convaincre, et pendant ce temps, le président russe, lui, il est dans sa salle de sport. Voilà. Ça, quand même, en dit beaucoup sur sa capacité d'écoute du président français. Il lui dit, oui, j'allais peut-être faire du hockey sur glace, et puis là, voilà. Oui, c'est ça. Au moment où il fait ses propositions, en train de discuter avec il toi. lui dit, non, mais alors là, pour rien me cacher, je m'apprête à aller faire du hockey, à faire mes entraînements. Donc, c'est pas le moment, et je vais repasser le message à mes conseillers. Mais il est 4 jours avant l'invasion, donc forcément, il essaye d'enfumer le président de la République. Là, c'est très clair. Je veux dire, bon, là, tu vois, il n'y a pas vraiment de crise, je vais aller faire du hockey sur glace, etc. C'est stratégique quand il lui dit ça. Ah bah évidemment, enfin, pour moi, ça me paraît une évidence. T'inquiète pas, c'est une crise, mais en fait, tu vois, je vais jouer au hockey, quoi. Je veux dire, ça me rappelle quand Louis XVI allait à la chasse à Marly le jour de... Vu comment ça s'est fini. Où les députés la Constituante se réunissaient. Vous voyez, donc, mais là, bon, c'était de bonne guerre, puisqu'il avait vraisemblablement décidé d'envahir l'Ukraine à ce moment-là. Et alors, il parle de propositions, ça n'a jamais été que des ultimatums. Il a fait des ultimatums, c'est à prendre ou à laisser, je veux le retour de l'OTAN au statu quo ante 1998, etc. etc. Tout ça n'était pas très crédible. Il avait décidé déjà d'envahir l'Ukraine à ce moment-là.
Est-ce qu'il n'y a pas justement une part de naïveté de la part du président français d'avoir pu croire qu'il allait convaincre Vladimir Poutine de ne pas envahir l'Ukraine quand on entend ce que dit le président russe? Il dit c'est pas un gouvernement légitime, c'est un coup d'État dans un bain de sang. Je ne reconnais pas le gouvernement ukrainien. Écoutez, ma conviction depuis le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, à tort ou à raison, c'est qu'il a un rapport au pouvoir qui est à la fois rationnel, ludique et transgressif. Donc là, un président ne devrait pas dire ça, ou en tout cas ne devrait pas montrer ça, pour une raison assez simple. On a là une approche presque puérile de la diplomatie. La désinvolture affichée de l'un, je vais aller faire du hockey, je t'accorde quelques minutes, et chez Emmanuel Macron, une foi excessive dans le pouvoir performatif de son verbe. Pour moi, il y a du Dominique de Villepin chez Macron. C'est-à-dire qu'il croit que par son brio, qui est incontestable par ailleurs, par sa virtuosité intellectuelle, il peut changer le sens de l'histoire. Or, je crois que ce qui lui fait défaut, et c'est une donnée générationnelle, c'est précisément de ne pas avoir un sens tragique de l'histoire. Il n'a évidemment pas compris à cet instant-là, mais il n'est pas le seul, simplement lui, il est chef d'État. Il n'a pas compris que le dessein historique de Vladimir Poutine, y compris dans ses écrits, dans ses propos, dans ses interviews depuis à peu près un quart de siècle, c'est précisément de mettre fin à ce qu'il considère comme une anomalie géopolitique, c'est-à-dire l'existence d'une Ukraine souveraine. Bon, en attendant peut-être d'autres conquêtes à venir. Donc, si vous voulez, je trouve ça problématique parce que, vous voyez cette scène où on voit deux des collaboratrices qui s'esclaffent, qui font des signes, etc., notamment Anne-Sophie Bradel, sa conseillère en communication pour les enjeux internationaux. Dire, on ne joue pas là. Il s'agit de la paix du monde. Et ce n'est pas parce que vous allez faire preuve d'une sorte de virilisme en disant, en tenant tête, en employant... C'est Emmanuel Macron qui croit tenir tête à Donald Trump parce que sa poignée de main ferme et virile dure autant que celle de son interlocuteur et le premier qui baisse les yeux a perdu. Enfin non, les enjeux cruciaux ne se jouent pas à ça. Donc moi je trouve que c'est un vrai souci qu'il y ait une très grande franchise dans les rapports et dans les échanges. Je trouve ça très bien. Bon. Mais le mettre en scène comme ça, le théâtraliser, et puis soyons clairs, il y a aussi une dimension narcissique. Alors tout homme, toute femme de pouvoir est narcissique. Sinon, on fait autre chose. Mais enfin, quand même, quoi. Est-ce que véritablement l'équipe de l'Élysée a réfléchi aux effets à moyen et long terme de la divulgation d'une scène qui montre, au fond, chez Emmanuel Macron, un manque de lucidité assez cruel? Mais est-ce que ce n'était pas une volonté de s'adresser au public français en disant « Regardez, je m'active, je parle avec Vladimir Poutine ». Écoutez, parce qu'on a posé la question à la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, ce que répond Olivia Grégoire sur LCI à Damien Fleureau. En tant que porte-parole du gouvernement, je peux me permettre de vous dire que j'ai trouvé le reportage intéressant sur ces coulisses. Je pense que c'est important aussi que les Français voient ce qu'il se passe, comment ça se déroule, comment on préside. Mais en matière de diplomatie, la confidentialité est la règle. Précisément, oui, mais je pense que le président de la République a une certaine expérience au plan diplomatique désormais. Et si tant est qu'il y ait plus de questions, je suggère qu'elles soient posées à l'Élysée et à la présidence directement. Mais je ne crois pas qu'il ait mis en risque quoi que ce soit. Néanmoins, c'est une question qu'il faut poser à la présidence. Pas de risque, nous dit la porte-parole du gouvernement, que c'est un impact sur les relations entre Moscou et Paris, à tort ou à raison? Non, mais en tous les cas, le but, en effet, comme vous le disiez, au départ, est de montrer à quel point Emmanuel Macron parle franchement, tutoie Poutine, le maltraite en quelque sorte, essaye vraiment de le faire sortir de son enfermement, comme on nous dit à l'Élysée, Vladimir Poutine, enfermé dans sa réalité parallèle. Mais c'est vrai que normalement, ce n'est pas des choses qui se font en diplomatie. On ne révèle pas des conversations qui sont de l'ordre privé. Et c'est vrai qu'il y a une volonté de se mettre en scène. Et moi, ça me rappelle aussi les photos qui ont été prises par la photographe de l'Élysée, d'Emmanuel Macron, discutant avec Vladimir Poutine, mal rasé, pareil, dans une espèce de posture assez viril et nous montrant un Emmanuel Macron à la tâche, passant ses week-ends au téléphone avec le chef du Kremlin. Il y a une volonté, en effet, de faire passer un message à l'opinion publique française en montrant un président
qui est aux commandes. Le problème, c'est que là, on est 4 jours avant le début de l'invasion et que tous ces efforts-là ne produisent pas d'effet. Je note quand même. Normalement, On c'est ne peut normal. pas reprocher au président de la République d'avoir D'essayer. tenté. C'était Non, avant c'est la vrai. guerre. Maintenant, je veux dire, les prophéties post-réalisatrices, vous voyez, donc on sait ce qui s'est passé, on dit, tiens, il aurait dû. Mais à l'époque, qui pensait que la guerre allait éclater? Moi pas, je dis, c'est un homme... Très franchement, c'est un homme rationnel. Il essaye d'obtenir des gains. Quand il va avoir eu certains gains, il va redescendre en puissance, Vladimir Poutine. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Qui l'a vu arriver, cette guerre, véritablement? Il faut quand même nous regarder tous dans les yeux. Personne ne l'a vu. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand même. Donc, il a tenté sur le fond, mais sur la forme, encore une fois, la forme, est-ce qu'il c'est un fallait problème. divulguer cette séquence séquence qui est rendue publique? Elle intervient un peu de temps après la polémique sur les moqueries du G7, auquel Vladimir Poutine a répondu. Il a vu cette séquence-là, il s'en est offusqué, il a répondu à Boris Johnson. Peut-être qu'il aura vu cette séquence avec Emmanuel Macron et qu'il va répondre également. C'est pas anodin de dévoiler ce genre d'échange. Quand même, petite remarque sur le mode de fonctionnement de l'appareil du pouvoir. Effectivement, vous avez raison, général, il n'est pas le seul, loin s'en faut, y compris parmi les leaders du monde, à faire le pari de la sagesse ultime de Poutine au-delà des rodomontades. Bon, simplement, un chef d'État a des services, il a des diplomates, il a des gens dont le métier est d'aller chercher au-delà des apparences ce qu'est la ligne de force historique et politique d'un Vladimir Poutine. Ce que des universitaires, par exemple, ont fait avec brio et qui, eux, précisément, disaient attention. Ce n'est pas parce que vous opposerez rationnellement des arguments rationnels que vous ferez triompher la raison, parce que Poutine a un autre agenda. Et ça, je suis désolé, il y a quelque part une défaillance des services dont c'est le métier. Autre remarque, moi je trouve que l'embarras d'Olivia Grégoire est palpable. Elle finit par botter en touche en disant « adressez-vous à l'Élysée ». Bon, ce qui prouve qu'il n'y a pas les éléments de langage qui ont été verrouillés en amont. Et puis, ultime remarque, n'oublions pas qu'on est dans une séquence préélectorale à cette époque-là. Oui. Et d'une certaine manière, quand vous parliez tout à l'heure du message adressé au peuple français, aux électeurs français, il y a l'idée que pendant que les partis sont perdus dans des arguties, des calculs de billard à 12 bandes, etc., moi, je traite avec les grands de ce monde. Bon. Mais le problème, c'est que là aussi, est-ce que ça répond à une attente des Français à l'instant T? Je n'en suis pas sûr. C'est très bien de se mettre en scène comme étant l'interlocuteur de préférence respecté par ses homologues des grands de ce monde. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Mais Vincent, souvenez-vous, Français parce que vous faites ce rappel très juste, à l'époque, voilà, on est en pleine campagne présidentielle, mais à l'époque, tous les sondages montrent que la guerre en Ukraine est la deuxième préoccupation des Français après le pouvoir d'achat. Donc peut-être que le président se dit, il répond à cette inquiétude du peuple français. Il faut être honnête, personne ne l'a vu arriver. À epsilon près, personne ne l'a vu arriver. C'est quand même une vérité... Enfin, les anglo-saxons l'avaient vu davantage. Hein. Les Américains aussi, oui. Les Américains Oui, n'arrêtaient les pas de services de mettre... renseignement. mais quand même, oui. Mais bon... Oui. Non, mais... Un point pour Emmanuel Macron. Non, mais c'est... dit le général. Les services de renseignement l'ont dit, mais en Europe, l'unanimité était complète pour dire que ça n'arriverait pas. Je vais céder à la tentation du patriotisme d'entreprise, mais enfin, quand même, moi je me souviens que Pierre Servan, qui est le consultant défense de LCI et TF1, avait dit attention, il va y aller. À un moment, mais il n'était pas le seul, mais il était l'un de ceux qui... Et encore une fois, quand vous retournez au texte, quand vous retournez au fond, quand vous consultez un ouvrage comme celui que l'historien Nicolas Vert a publié récemment, qui est intitulé dans la collection Trac de chez Gallimard, Poutine, historien en chef, eh bien, les racines de cette aventure militaire folle, par ailleurs, elles étaient là. Et encore une fois, moi je ne fais pas grief à Emmanuel Macron. Il n'a pas vocation à être omniscient en économie, culture, diplomatie, etc. Mais encore une fois, il y a encore une fois des gens qui sont payés pour ça. Pour, au-delà des apparences et des discours, aller détecter les signaux faibles, comme on dit, qui attestent d'un projet funeste comme celui-là. Donc il y a quand même quelque part une forme de défaillance, mais qui est aussi la mienne, qui est aussi celle des analystes, des experts réels ou supposés, etc. Mais enfin quand même, et puisque précisément on est dans une uchronie, ce qui aurait pu advenir mais qui ne s'est pas passé, bon, puisque ça s'est passé comme ça, quel est encore une fois l'intérêt, quand on y réfléchit un peu,
de jouer ce jeu-là du dévoilement a posteriori. Il y a quelque chose de l'ordre d'une dissonance cognitive, comme disent les psychologues. C'est-à-dire que c'est une volonté de montrer le timing est étrange, quoi. La folie de Vladimir Poutine, peut-être. En fait, Guy Lagache avait a pu pendant plusieurs mois suivre cette Oui, cellule c'est vrai. diplomatique pour montrer la présidence française de l'Union européenne C'était en ça à action. l'origine, absolument. C'est ça à l'origine. Et Ouais, c'est pour ça qu'il se retrouve ainsi dans l'antichambre de ce coup de téléphone et peut suivre et enregistrer l'entretien. Mais après, il y a un droit de regard de l'Élysée sur ce qui a été tourné et ce qui est diffusé. Et donc les minutes là qui sont montrées, elles ont, j'imagine, en partie validée par... Ah oui, cette séquence très précisément a été l'objet de discussions. De discussions. Il y a certaines très minutes, longues nous avec dit-on, qui ont l'Élysée. été retirées. Donc il y a une volonté quand même de dévoiler ce qui s'est passé à ce moment-là. On se dit que tous les Bonaparte ont besoin de leur Lascazès, c'est-à-dire du mémorialiste qui les accompagne et qui, un jour venu, révélera les dessous. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que les cerveaux de l'Élysée, qui n'en manquent pas, ont vraiment discerné ce que serait l'effet retard de ce type de dévoilement à cet instant-là. Il y a une sorte d'anachronisme là-dedans qui me laisse un peu perplexe. Et d'ailleurs, l'agence russe, qui est le porte-voix du Kremlin, dit « Les Français ne respectent plus les règles diplomatiques de la négociation ». Et alors, c'est vrai qu'on voit bien que de toute manière, ces règles-là, elles ont été bafouées depuis longtemps. On se souvient que, je crois, en novembre ou en décembre dernier, c'était les Russes qui dévoilaient des câbles diplomatiques entre Le Drian et Lavrov. Donc, quelque part, c'est de bonne guerre. Mais il peut y avoir, évidemment, il va y avoir de l'énervement du côté du Kremlin. Il peut y avoir aussi des mesures de représailles qui vont suivre. Les conseillères de la cellule diplomatique de l'Élysée qui s'esclaffent en écoutant ce que dit Vladimir Poutine, est-ce que ça peut agacer le Kremlin? On avait beaucoup polémiqué sur les propos d'Emmanuel Macron qui était attaché à ne pas humilier Vladimir Poutine. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'humiliation dans ce qui peut apparaître comme une moquerie du président russe? C'est très intéressant cette hypothèse, parce que j'étais en train d'y réfléchir. Souvenez-vous, et on l'a senti lors de l'expédition à Troyes, italiens, allemands, français à Kiev, expédition que certains, dont votre serviteur, ont jugé tardive. On sent bien que depuis, Emmanuel Macron s'efforce à donner des gages pour dire non, je n'ai pas été naïf, non, je n'ai pas été complaisant. Et d'une certaine manière, non pas dans la stratégie, puisque comme Magali le rappelait, tout ça s'inscrit dans un projet de reportage au long cours, mais dans le fait d'avoir donné le feu vert. Et notamment sur cette séquence-là, il peut y avoir cette volonté, non seulement je n'ai pas été complaisant, mais vous voyez à quel point je lui ai tenu tête et je l'ai même défié verbalement. Donc ça doit pouvoir s'inscrire dans cette logique-là de réhabilitation d'un président qui s'estime injustement soupçonné de souplesse d'échine vis-à-vis du maître du Kremlin. Qu'en pensez-vous, général? Moi, j'en pense. Je suis absolument d'accord avec vous. On a fait un procès à Emmanuel Macron à un moment donné d'avoir été complaisant avec Vladimir Poutine, notamment dernièrement, en disant qu'il ne fallait pas l'humilier. Et donc, c'est peut-être une justification a posteriori des services médiatiques de l'Élysée pour montrer qu'on a un président qui était aux commandes et qui a essayé d'éviter la guerre jusqu'au dernier moment. Et ce qui est une chose honorable, d'essayer d'éviter la guerre. Alors après, je voulais juste sur l'utilité d'avoir produit ce document aujourd'hui, mais effectivement, ça me paraît assez cohérent. Ce que vous dites me paraît assez cohérent. Magali, est-ce qu'il s'adresse non seulement au peuple français, mais aussi au président ukrainien, en lui montrant regarde, en fait, je ne suis pas en train de me préoccuper seulement de ne pas blesser Poutine, j'ai essayé de te sauver, j'ai essayé d'éviter cette guerre. Ouais, je crois que d'abord, ça s'adresse aux Français quand même. Ça ne s'adresse pas à Vladimir Poutine. Je pensais aussi à Volodymyr Zelensky. Ah, Volodymyr Zelensky, en montrant, pardon. regarde, j'ai tout fait pour éviter l'invasion russe en Ukraine. Oui, mais ça, je crois que Zelensky, ça donne crédit à Emmanuel Macron du fait qu'il a vraiment essayé jusqu'au bout. Et d'ailleurs, dans les semaines qui suivent l'invasion, Volodymyr Zelensky ne voit aucun mal au fait que Emmanuel Macron prenne encore son téléphone pour appeler Poutine.
les choses changent en fait dans ce rapport-là, après Boutcha, après ce qu'on découvre sur le terrain des horreurs de la guerre. Et à ce moment-là, on sent qu'il y a un durcissement du côté des Ukrainiens, de Zelensky, en disant on n'arrive plus on peut plus parler, ça ne sert à rien. Et là, il y a ce procès en naïveté qui arrive du côté d'Emmanuel Macron.